Salut la commu, c'est le genre de profil qui déchire. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est très bien, tu viens de me faire. Je t'ai Ouais, écouté. c'est ça, ouais, tu m'écoutais pas du tout. Non, mais là, je peux pas répondre. Oh, mais non. C'est hyper dur de Ouais, t'as vu, faire c'est les chaud. deux en même temps. Bonjour cher réseau. J'ai une nouvelle à vous partager. Ah, putain. Chaussette de marché du sèche, ton sèche. Cher réseau. Non, mais Julien, c'est mauvais. Tu vas pas améliorer ton SSI comme ça. Ouais, t'as raison, c'est naze. Ah, voilà la boss de la com. Elle doit avoir 2-3 tips pour moi. Salut Anna. Welcome, bienvenue. Merci. Bon, bienvenue Anna. Merci. Bienvenue dans nos bureaux chez Best Itinerary. On est ravis de t'accueillir. De même. On va passer un petit moment ensemble pour parler de toi, pour parler d'entrepreneuriat, pour parler du collectif Anoka que tu as fondé. Bref, objectif en savoir un petit peu plus sur tout ça. On est mis en lumière par notre ami Théo de l'agence vidéo Advenir, que tu connais je crois. Très bien, très bien. Donc qui va à la fois avec son équipe nous mettre en lumière et nous mettre en son. Est-ce que je te sers un petit café? Allez, go. Tu souhaites un café allongé, un café Allongez, court? s'il te plaît. Est-ce qu'on peut revenir au départ et que tu te présentes, d'où tu viens rapidement ton parcours? Ouais, alors du coup, moi, je suis réunionnaise, donc je viens de très très loin. Ensuite, j'ai grandi dans le sud de la France et c'est à Paris que j'ai commencé ma vie professionnelle, ma vie salariée. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a duré 2 ans et demi, 3 ans. Et au bout de 3 ans, j'ai testé plusieurs environnements, un environnement hyper grand groupe et un environnement un peu à l'opposé. Et puis un jour, j'ai un peu pris la décision de manière assez radicale de partir et de me lancer en indépendante. Okay. Donc aujourd'hui, je suis indépendante et freelance depuis 9 ans. Et du coup, je me suis lancée en communication et marketing, sachant que moi, j'ai un background plutôt ressources humaines et communication, donc j'étais plutôt tournée vers l'interne. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que mon métier, qui est la stratégie de communication et de marketing, n'a pas trop de sens quand il est opéré tout seul. Et donc du coup, je me suis entourée de graphistes, d'experts en vidéo, d'experts en création de sites internet pour vraiment compléter cette offre que je proposais. Trop bien. Bon, j'ai pas mal de questions là-dessus. Ok. Je te propose qu'on attaque. Ouais, let's go. 301. Objectif, on part de 301. Premier arrivé à 0. Ok. Okay. Chaque petit camembert correspond à un nombre qui est au-dessus. Le cercle extérieur compte double. Le Oui. cercle intérieur compte triple. Ouais. Allez, c'est parti. Wow, merci chef. Oups. Bon, celle-là, on l'oublie. Qu'est-ce que c'est que ce début de partie? Ok. À notre niveau, quand on passe les 40 Ok. sur 3 fléchettes, c'est bien. Ok. Donc, ça me va. Regarde. Et toi, Belle organisation flexible. comment vous travaillez au collectif Ben, Anoka? nous, on est donc déjà on est 10. On est 10 indépendants, 10 freelances qui faisons partie du collectif. À un moment donné, on s'est posé la question de se dire bon, ok, c'est chouette, je travaille avec plein de gens moi et donc j'ai des relations un peu uniques avec chaque personne, mais j'aimerais bien que chaque personne puisse se rencontrer et travailler ensemble eux. Et donc ça a été un peu ce shift qui s'est passé il y a 3-4 ans, où on a réfléchi en se disant bah, ok, en fait, est-ce qu'on est prêt à passer de cette vie 100% indépendante, 100% libre à la vie collective. Quand j'ai lancé cette idée, j'avais un peu peur que tout le monde me dise « Ah ben non, moi je me suis lancée dans le freelancing pour la liberté ». Et en fait, 100% des gens m'ont dit oui, avec un grand oui, avec une grande majuscule. Et du coup, on s'est structuré en collectif il y a 3 ans. On a vraiment choisi de ne mettre notre expertise qu'au service d'entreprises qui accélèrent la transition écologique et sociale. On n'a pas de bureau, on a choisi la flexibilité maximale. On a quasiment tous nos membres qui sont à Bordeaux et on décide de se voir quand on veut, en l'occurrence 1 fois par mois, soit une journée cowork, soit un déjeuner, un apéro, une sortie. Et du coup, voilà, on n'a pas de bureau fixe, c'est vraiment un choix. C'est aussi pour garder ce côté hyper flexible et s'adapter aux contraintes des uns et des autres. Et en même temps, bah, on fait énormément de choses en dématérialisé, forcément. Mais on arrive quand même à maintenir ce lien humain et social et physique via ces rencontres mensuelles. Comment on passe de salarié à indépendant? C'est pas une démarche qui est simple. Alors, je pense qu'aujourd'hui, moi je te parle d'une époque où il y a 9 ans,
l'écosystème freelance était pas aussi développé. Ouais, donc 9 ans 2016 quoi. Ouais, Ah, on est 9 ans d'accord. 2016 exactement. C'était un saut dans l'inconnu qui était, pour le coup, il y a 9 ans, qui était assez flippant. On se lançait en se disant, bon, je sais pas trop comment on cherche des clients, mais je trouverai bien, on verra. Mais en fait, il y a un parachute qui a été vraiment pour moi décisif, c'est grâce à Pôle emploi, qui aujourd'hui est le premier incubateur des freelances en France, clairement. Okay. C'est ce qui m'a permis clairement d'envisager cette aventure-là avec sérénité, ce qui n'est pas le cas de beaucoup. Donc là-dessus, moi j'arrive pas du tout à parler et en même temps à jouer. Parce que j'avoue, c'est hyper dur de t'as vu, c'est chaud. en même temps. Et 14, tu vois, encore une fois. Alors qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a énormément de ressources qui permettent justement de se lancer avec moins d'appréhension et surtout d'éviter la solitude. Okay. Par exemple, nous, on est partenaire de Social Déclic. En fait, c'est une communauté de freelance qui décident justement de se retrouver autour de l'impact et qui décident de mettre leur expertise au service d'entreprises engagées ou en tout cas qui ont un angle engagé. Et eux, en fait, ils proposent un programme qui s'appelle Freelance for Good, qui permet d'accompagner les personnes qui se lancent en freelance. Et tu étais déjà dans une dynamique RSE, je sais pas si on peut utiliser ce terme-là. Oui, on peut carrément. Moi, en fait, quand j'étais salariée, mon premier job, c'était chargé de mission de diversité. Donc, en fait, mon job, littéralement, c'était de lutter contre les discriminations en interne. Et donc, la thématique RSE, on va dire, dans son ensemble, c'était quelque chose que je connaissais déjà très très bien et c'était l'une des raisons pour lesquelles je m'étais lancée déjà en tant que salariée, quoi. Je veux dire, ça m'a semblé logique de le continuer forcément en tant qu'indépendante. Et du coup, j'ai rajouté la brique environnementale qui me manquait entre guillemets pour que je me sente vraiment complète et épanouie dans mon positionnement. Tu parles d'évolution du freelancing. Comment tu vis ça, toi, qui est indépendante, freelance? D'ailleurs, ça m'intéresse. Il y a plein de termes qui parlent de justement l'indépendance. Il y a des gens qui utilisent le mot consultant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on fait du conseil aussi aux entreprises. On accompagne les entreprises, on accompagne les acteurs sur leur dynamique de communication et de marketing. Donc là, on peut en parler de ce truc-là. Coup de chance. Non, en plus, je t'écoute, c'est ça que c'est ça, tu m'écoutais pas du tout. Ok, d'accord. Attends, la partie n'est pas terminée. Voilà. Okay. Maintenant, j'ai la pression. Tu me disais l'indépendance. Exactement. Il y a effectivement plusieurs termes qui, à mon sens, veulent dire un peu la même chose. Okay. Après, je sais plus ce que je voulais dire. C'est très bien. Tu viens de me faire. Tu devais faire un triple. Tu fais un triple quoi. Non mais c'est pas possible. Faire un triple. Ouais, ça c'est le genre de profil, tu sais. C'est le genre de profil qui déchire. Ok, d'accord, c'est bon. Ça c'est l'adversité de l'indépendance, tu vois. Purée, j'étais là, tranquille, c'est bon, je vais enfin gagner une partie. Non! Ah non, je suis pas en dessous. Je suis en dessous, on est d'accord. Juste en dessous, oh, mais non. attends. Donc, Anoka déjà. Ouais. Pourquoi ce nom? En fait, Anoka, c'est le nom d'une ville qui est située dans le Minnesota, aux États-Unis, où j'ai vécu. J'avais fait un échange universitaire là-bas, une année de césure plus précisément, où j'étais prof de français. Cette année, comme beaucoup d'années de césure, a été vraiment transformative pour le coup. J'ai appris énormément de choses, j'ai découvert une culture qui était très différente, notamment la culture amérindienne, en tout cas de l'État du Minnesota, puisque la culture amérindienne, dans sa globalité, revêt en fait énormément de facettes. Et quand j'ai cherché le nom à la base de mon entreprise, où j'étais du coup toute seule quand je me suis lancée, ça m'a semblé assez logique d'aller chercher dans cet univers-là. Et pour la petite histoire, Anoka, ça veut dire « from both sides », donc des deux côtés. Moi, je viens de La Réunion, j'habite en France maintenant, France métropolitaine. Deux rives, ça permet aussi de montrer l'interne, l'externe. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est aussi, quand j'ai créé le collectif de freelance et qu'on a décidé de garder ce nom, qui était vraiment une empreinte forte, on s'est dit que nous aussi, on avait vraiment cette ambiguïté des deux côtés, c'est-à-dire on adorait la liberté d'être indépendant et d'être seul dans nos aventures, mais aussi on se rejoignait en collectif via Anoka. Donc on a en fait ces deux facettes qui sont toujours qui cohabitent toujours. Et pour nous, Anoka, ça veut dire ça en priorité. Ok, 94. Et il continue à mettre des fléchettes sur le vin, quoi. Non mais... Allez, voilà, je voulais juste faire un petit vin. Donc, côté statut, comment ça se passe? Tu avais une micro-entreprise ou une auto-entreprise? Alors là, pareil. Attends, je me permets d'aller voir. Faut que je fasse 75.
Ah la vache. Non mais là je peux pas répondre. Tu Vas-y, gardes vas-y, ta vas-y, question vas-y, sur les vas-y. statuts. Pas du tout. Ouais, c'est bien. Pour les statuts, en fait, on est en réflexion permanente. La nature du collectif de freelance, c'est tellement, entre guillemets, récent qu'il y a autant presque de statuts que de collectifs en France. C'est-à-dire qu'on essaye de créer des choses. On est toujours en mouvement. Il y a des collectifs qui sont structurés en coopérative, d'autres en SAS, d'autres en société SARL, d'autres en GIE. Enfin, en fait, il y a énormément de statuts. Nous, on a fait le choix de la stabilité dans un premier temps. C'est-à-dire que moi, mon entreprise, je suis passée de micro-entreprise à SAS, puis en EURL. Et ensuite, on verra. C'est-à-dire qu'on laisse la question ouverte. On n'est pas dans une situation vraiment urgente de réflexion sur ce statut. Pour l'instant, ce statut nous convient. Donc, c'est aussi ça, faire collectif. C'est faire aussi avec des profils qui sont très différents. Oh, 12 Mais non, c'est pas vrai, j'ai fait 12. Oh non. Terrible ce jeu, terrible. Faut que tu refasses 16 là et t'as gagné. Oh bon, 18. Oh, mais non. Terrible. Est-ce que les indépendants qui composent le collectif sont eux-mêmes engagés? C'est aussi un critère, c'est-à-dire qu'on a déterminé un espèce de cahier des charges qui est vraiment une règle, plusieurs règles absolues au sein du collectif. La première, c'est de ne pas entièrement dépendre du collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise classique. L'objectif, c'est pas que tout le monde soit en CDI chez Anoka. Donc l'objectif, c'est d'avoir au moins la moitié de son chiffre d'affaires qui est généré par des clients qui sont en dehors du collectif pour conserver un équilibre, ce qui est toujours très important. Très intelligent. Et par ailleurs, de continuer à avoir des clients en solo, puisque c'est ce qui permet aussi l'enrichissement, le fait d'aller chercher d'autres types de clients, etc. Quand quelqu'un souhaite intégrer notre collectif, on pose vraiment la question, est-ce que tu as déjà bossé pour un projet dans la transition écologique et sociale? Lequel? Raconte-le nous. Okay. Nous, on n'est pas intégriste entre guillemets, c'est-à-dire que si la personne est de très bonne volonté et a juste envie de donner un sens différent à son évolution et à sa carrière entre guillemets, on n'est pas là pour la juger évidemment, mais c'est vrai qu'on pose quand même la question parce que pour nous ça fait partie de notre ADN et c'est très important. Il y a la transition écologique, mais il y a aussi la question de l'inclusion, le côté social des choses, donc en fait, l'éventail, il est très vaste aussi, et c'est justement via l'échange et la discussion qu'on arrive à déterminer s'il y a un fit ou pas, quoi. Ok. Et on fait la même chose avec nos clients. Donc, pareil, les clients doivent avoir une dimension, une direction en tout cas de transition RSE dans son grand ensemble. Non. Du coup, sur les clients, on s'est posé la question, est-ce qu'on va chercher, quelle approche est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va chercher des clients qui n'ont pas commencé leur transition écologique et sociale? Est-ce qu'on va chercher ces clients-là pour les accompagner vers des pratiques plus responsables? Ou est-ce qu'on va chercher des clients qui ont déjà des activités responsables? C'est une question ouverte, mais pour l'instant, on accompagne vraiment des acteurs qui, eux, accélèrent déjà la transition écologique et sociale pour qu'ils aient plus d'impact. Ok. Je vais y aller. Je prends pas de risque. J'ai pas touché. J'ai pas touché. Qui a été le premier à travailler avec toi et donc à rentrer dans le collectif potentiellement? La première personne, c'était Liane, qui est du coup directrice artistique, je suis allée la chercher en plein Covid. J'accompagnais à ce moment-là une collectivité qui est dans la gestion des déchets. D'accord. Et en fait, j'avais envie, dans une dynamique, de rendre la communication autour des déchets belle. Et donc, je l'ai contactée pour qu'on puisse travailler ensemble sur l'illustration pédagogique et de sensibilisation à la réduction des déchets. Et en fait, depuis 2019, on travaille ensemble tous les jours sur des sujets qui sont maintenant très très vastes. Mais en fait, Liane, c'était une des premières indépendantes qui affichait son engagement sur l'éco-responsabilité. Et je me suis dit, ok, en fait, on va tout de suite s'entendre. Voilà, exactement. Prochain tour. C'est pas mal quand même, franchement. Avec Théo, on joue tous les jours pour s'entraîner pour ça. Moi, je disais à Théo pour la préparation, je pense que la dernière fois que j'ai joué aux fléchettes, ça remonte à quelques années. Mais Alors, on a un petit jeu pour toi. Question cool, pas cool. Petit jeu.
On va t'inviter à tirer 3 fléchettes dans la cible. Si tu tires entre le 1 et le 11, c'est une question pas cool. Ok. Si tu tires entre le 12 et le 20, c'est une question cool, sachant que chaque gros numéro est entouré de petits numéros. Ok. Sachant que c'est quand même cool, même les pas cool sont cool. Hein. J'imagine. 3. Donc nous sommes sur une question pas cool. Ok. As-tu en tête une entreprise qui fait, selon toi, du greenwashing? Peut-être qu'on peut aussi déterminer ce qu'est le greenwashing. Génial. Alors j'en ai plein. Et alors, Littéralement. Une entreprise qui fait du greenwashing, j'en ai un exemple criant. C'est Apple qui sort une pub l'année dernière, je crois. Dans son Apple Watch, neutre en carbone. On ne peut pas créer un produit neutre en carbone, c'est impossible. À partir du moment où on crée un produit, d'autant plus l'Apple Watch, qui concentre des minéraux rares, des matières plastiques, des matières non recyclables, qui crée en plus avec un processus d'obsolescence programmée qui est très fort chez Apple, impossible qu'un objet soit neutre en carbone. Et eux, en fait, ils avaient sorti une pub avec littéralement le zoom sur la montre et écrit « le premier produit neutre en carbone ». Donc c'est du greenwashing à l'état pur, c'est une masterclass. Est-ce que c'est même pas interdit en France de communiquer sur, je te dis une bêtise, mais le 0 émission de carbone? En fait, tu peux mettre en place des actions pour réduire ton impact carbone, et ça, c'est évidemment louable, Okay. et ça devrait d'ailleurs être obligatoire. Là-dessus, on attend fortement un cadre législatif beaucoup plus contraignant. Encore une On est sur le une 7. question Dommage, pas j'ai cool. cru que tu allais nous faire un triple 19. Non. Comment on fait pour faire de la com engagée sans participer à nourrir les GAFAM? C'est impossible de faire de la com sans nourrir les GAFAM. Enfin, alors oui, je suis un peu extrême. Par exemple, dans nos pratiques et je parle en interne, de boycotter Google, Apple, Microsoft, Amazon. Alors Amazon, on y arrive très bien hein, pour le coup. En revanche, Google, nécessairement, on l'utilise pour nos échanges à nous, etc. Donc non, en fait, c'est extrêmement compliqué. On est dans un monde qui a construit une dépendance très forte aux GAFAM et c'est très dur de s'en extraire tout en continuant à travailler. L'idée, c'est pas d'être ultra radical, même si personnellement j'adorerais, mais en fait c'est aussi de prendre en compte la réalité et de se dire que l'idée c'est de réduire notre dépendance plutôt que d'essayer de s'en extraire totalement. Okay. Et forcément, dans la communication, pour gagner en visibilité, nous, on conseille de produire du contenu et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui, et d'autant plus ces derniers mois, on est complètement sur une actualité terrible, d'un point de vue environnemental comme d'un point de vue politique. Donc du coup, oui, nous aussi, on s'adapte. C'est-à-dire que oui, on conseille de produire du contenu et de le diffuser, mais de le faire de manière raisonnée, réutiliser souvent le contenu plutôt que d'en créer constamment du nouveau. Ce sont vraiment des approches qui sont peut-être des gouttes d'eau dans ce monde-là, mais qui sont très importantes. Je précise que tu n'avais pas les questions en amont, parce que là, c'est une réponse excellente. En fait, je te dis pourquoi j'ai préparé cette question dans les pains cool. Ouais. Parce que j'ai été étonné de voir que vous n'aviez pas de Google My Business pour Anoka. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un lien. Pendant longtemps, on n'a pas eu de site internet, tu vois, par exemple. On n'était pas sur les réseaux sociaux non plus. C'était aussi un argument. Solide. En se disant que justement, en fait, nous, notre question, c'est amener les clients à se poser la question « Où est votre cible ? Et où est-ce que vous allez la chercher ?» Et nous, en fait, pendant longtemps, on s'est développé avec du bouche à oreille. Donc, on ressentait pas du tout le besoin de construire une visibilité en ligne, puisque de toute façon, notre téléphone sonnait, on avait des besoins. Ensuite, quand on s'est structuré vraiment en collectif de manière officielle, on s'est dit « Ok, là, on a envie d'avoir une belle vitrine pour montrer à nos clients que voilà notre site internet, voilà ce qu'on peut faire en matière de branding et d'identité visuelle, mais on n'a pas du tout d'objectif d'hypercroissance évidemment, ni d'hypervisibilité. Dernière petite flèche. Allez. Oui. Non, mais c'est pas vrai. Si, 5. En fait, je suis venue là pour passer un sale quart d'heure. Non, mais ça va, elles sont gentilles. Ton pire choix avec Anoka? Mon pire Ta choix, pire décision? de pas avoir lancé le collectif assez tôt. En fait, je suis super contente. Je suis super... Ah tu m'as dit mon pire choix, c'est vrai, Ouais, c'est ok, mon pire trop choix. bien. Non, mais clairement, moi j'ai commencé à travailler avec des personnes et c'était inconnu, ce monde de collectif. Mais en fait, je l'ai fait de manière naturelle, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec des personnes parce que j'adore travailler avec des personnes. L'idée de structurer le collectif, elle est arrivée très tard finalement. J'aurais pu le lancer beaucoup plus tôt et j'aurais pu franchir le pas beaucoup plus tôt.
Mais bon, j'avais sûrement besoin de faire autre chose avant. Mais voilà, je dirais que ça a été mon pire choix, même si franchement la formulation est un peu... Ouais, si, moi j'ai une question cool quand Mais même à te on peut poser. pas avoir une question cool pour Ouais. changer. Alors, question cool, ton meilleur avis client. Qu'est-ce qui t'a le plus touché? Le meilleur avis client qu'on ait eu, ouais, c'est une cliente qui nous a dit qu'elle se sentait entre de bonnes mains et qu'elle était, grâce à nous, elle avait été rassurée. Et en fait, moi, ça m'a vraiment touchée parce que souvent, on a face à nous des clients qui sont assez paniqués. Ils sont stressés parce qu'ils ont des gros enjeux derrière. Et nous, en fait, notre job, c'est de leur montrer qu'ils ont tous les outils pour y arriver. C'est juste qu'il faut un tout petit peu de structure et un tout petit peu d'organisation. Cette cliente, au bout d'un accompagnement qui a été assez long, qui a duré 6 ou 7 mois, elle nous a dit « Maintenant, j'ai toutes les clés, je sais et j'ai confiance et j'ai les bons outils pour y arriver. » Et là, je me suis dit, OK, en fait, on a vraiment atteint notre objectif de rassurer notre client et surtout qu'on ait posé des bases saines pour que justement, ils maintiennent leurs efforts dans la durée. Et la communication, c'est ça, en fait. C'est vraiment l'effort sur le temps long. Très bien, ça me va. On est parti pour la deuxième manche? Allez, go. Ou pas d'ailleurs. Allez. Allez, ça commence bien. Tiens. Oh là là. Bon, ça va. Ah, vas-y, je te laisse jouer après. D'accord. Alors, Donc toi, dans le collectif, tu as une mission de chef de projet, Ouais. de pilote stratégique, je sais pas, c'est ça? exact. Tu Ouais, peux c'est nous en dire un peu exactement ça. Moi, du coup, dans le collectif, mon objectif, c'est d'organiser le travail justement des personnes selon les différents projets. Donc, du coup, moi, je m'occupe du projet de A à Z dans le sens où le client ou la cliente a contractualisé avec nous, la phase de chiffrage et d'établissement du devis. Ça, c'est toi qui le fais. Ça, c'est moi qui le fais. Ok. Je suis en binôme avec Audrey, qui est du coup notre toute dernière arrivée. Donc, on a parlé de la toute première et Audrey, c'est la toute dernière. Et ensuite, bon, je vais jouer en même temps. Vas-y, parce vas-y, que Le vas-y. concept, c'est quand même de jouer en même temps, mais c'est tellement dur de répondre à des C'est questions dur, hein. et de C'est jouer. dur, hein. Comment ils font dans Hot One du coup, oui, on a deux types de projets. Le premier, dommage, pas mal. où le besoin est assez affiné auprès du client et où la personne, par exemple, imaginons, on cherche quelqu'un qui écrit des posts LinkedIn, du coup, la personne qui écrit des posts LinkedIn chez nous, qui s'appelle Marie-Alix, du coup, elle travaille en direct avec le client. Soit on a un deuxième type de projet où là, on a besoin d'une direction de projet parce qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur le sujet. Je suis l'interlocutrice du client ou de la cliente. Et toi, c'est tu moi redispatches ensuite qui redispatche les avec le missions, reste de qui l'équipe. coordonne, etc. Allez, un Allez. triple, comme tout à Ouais, l'heure. franchement, un trip nickel, comme ça, tac. Pas du tout. Ok. Pas du tout. Vous avez Ouais. des clients entreprises, des On a- collectivités. Ouais, on a 3 types de clients aujourd'hui au sein d'Anoka. Les premiers sont des TPE-PME, donc des entreprises privées. Nous, on peut aider justement les responsables ou directeurs, directrices marketing ou communication sur un sujet précis. Parce qu'en fait, le problème aussi de la com et du marketing, c'est que souvent, on recrute une personne et en fait, le marketing et la com, c'est tellement vaste Ouais. qu'ils ont forcément besoin d'une expertise à un moment donné pour Ouais. compléter leur rayon. Après, on a des collectivités aussi. Le sujet public nous intéresse beaucoup. Le secteur public, c'est vraiment un secteur de cœur où on est sur des missions qui sont par exemple dans le secteur des déchets, du transport, de l'énergie, de l'eau, etc. Donc, ce sont vraiment des sujets qui sont en lien avec la transition Ok. écologique et sociale. Et ensuite, on a un troisième pôle qui est très actif, qui est le pôle associatif. On accompagne aussi des associations. On est très attaché aussi à ce secteur, puisque du coup, c'est vraiment un secteur de cœur aussi. Alors évidemment, on aime tous nos clients. Hein. Et du coup, on a effectivement ce pôle où on accompagne des associations dans le fait on les aide à gagner en visibilité. Comme tout à l'heure. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Non mais... Non, influente sur LinkedIn? Non? c'est un canal Non, ça me sur lequel marquait. j'étais pas du tout présente. Je l'avais pas du tout investi. Et il y a 2 ans, j'ai eu envie de m'en emparer. Allez, on va y arriver. Non mais... Mais en fait, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai du mal à mettre mon pied. T'essayes de trouver des raisons à ton échec. Hier, j'ai fait des pompes, alors j'ai... Allez, regarde Oh bien. là 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 là. C'est maintenant. Oh là là. Mais non. Mais du coup, ouais, LinkedIn, à la base, c'était justement LinkedIn, pour... T'as 10 000 personnes, t'as une énorme communauté. Un petit peu moins, mais oui.
Je me suis rendu compte qu'en fait, ce réseau, il était super parce que moi, mon appétence, elle est vraiment sur l'écrit. C'est-à-dire que j'adore écrire, j'adore lire aussi des choses qui sont écrites. Et donc, du coup, l'écrit étant mon domaine de prédilection, entre guillemets, celui que j'adore, je me suis dit, bah, c'est parfait, en fait, je vais me lancer sur LinkedIn et je vais pouvoir écrire. Mon objectif à la base, c'était vraiment de me lancer sur ce réseau pour juste parler de choses, par exemple, dénoncer le greenwashing, dénoncer le sexisme sur les pubs autour de la Saint-Valentin, les opérations marketing catastrophes. Et donc, de parler de tout ça, j'avais très envie de le faire. Et du coup, j'ai fait plusieurs cours sur le sujet, je me suis intéressée au sujet. Et en fait, c'est vrai que maintenant, j'adore. J'ai une fréquence de posting qui est régulière. Je poste 1 à 2 fois par semaine. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré à ma routine. Ouais, j'ai été très agréablement surpris par ton contenu informatif, en fait. Le mec qui sécrète de la musique. Osez. Oh non, mais c'est une blague. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et donc pour toi, c'est quoi la bonne fréquence de post? Alors ça, c'est marrant parce que c'est une des questions qu'on me pose le plus. La bonne fréquence de posting, c'est celle que vous êtes capable de tenir sur la durée. Il n'y a rien de pire pour déjà pour le cerveau et pour même l'algorithme du réseau social. T'as gagné, c'est pour ça que tu fais cette tête. Bon, chapeau. Non, mais incroyable. Pour en revenir à la fréquence de posting, l'algo. En fait, déjà, il faut tenir ce que tu es capable de faire. Exactement. Poster et tous ton les jours, cerveau c'est un vrai métier. et l'algo, de toute façon, ce qu'il y a de pire, c'est de faire 7 fois d'affilée, puis rien pendant 3 mois, puis 14 fois d'affilée. En fait, poster régulièrement, ça demande une routine à construire, mais c'est comme un muscle, c'est-à-dire que plus on le sollicite régulièrement, plus il va s'habituer aussi. Et c'est pareil pour les idées. Au début, on n'a pas d'idées, mais en fait, plus on poste, plus on trouve plein d'idées parce qu'on exerce un peu notre œil sauvage. Dès là, sur LinkedIn, c'est d'être régulier, de se forcer à avoir cette routine. Et c'est ce qui permet ensuite d'avoir une régularité. J'essaye d'analyser et en fait, c'est ce qui me permet aussi de progresser. C'est vraiment un terreau d'expérimentation qui est incroyable et qui est à notre portée. Donc, il faut en profiter. Moi, personnellement, j'ai choisi de poster le matin parce que je préfère publier mon post et basta. Et ensuite enchaîner sur ma journée. L'épisode touche à sa fin. J'ai une question que je pose à tout le monde. Penses-tu à quelqu'un qui aurait un enjeu à être à ta place ici? Joueur de fléchettes, joueuse de fléchettes ou pas? Bah oui, moi je pense à Julie Cutias qui a monté une super entreprise en 2019, il me semble, qui est une entreprise qui est dans la prévention des risques. Et en fait, son objectif, c'est de justement révolutionner cette approche et rendre la prévention beaucoup plus ludique et avec beaucoup plus d'impact. Elle a créé un escape game sur la question de la prévention des risques, donc c'est parti de là. Et maintenant, ils ont développé le concept en le poussant vraiment très très loin. Du coup, je pense qu'elle serait vraiment super cool sur ce format. Ok, c'est génial. Julie, tu es la bienvenue. Avec grand plaisir pour faire une partie de fléchette avec toi. Un point qui me semblait important à préciser quand même dans cet épisode pour ceux qui auraient été jusqu'ici. Nous, on est une agence de voyage et donc quand on est une agence de voyage, potentiellement, on peut envoyer des gens à l'autre bout de la planète en avion. Donc c'est important pour moi de préciser que chez Best Itinerary, on a engagé une démarche toute cette année avec le Tourisme Lab Nouvelle-Aquitaine, une démarche pour repenser notre modèle pour qu'il soit bien un peu plus responsable à tous les niveaux. Donc on a lancé un projet qui s'appelle Itinéraire en France. On essaye de travailler avec les collectivités locales, les acteurs locaux pour démocratiser une sorte de micro-aventure proche de chez nous. C'est pas évident, mais en tout cas, on a engagé cette démarche-là, donc c'était important pour moi de le préciser. Et d'ailleurs, pour te remercier d'être venu nous voir avec Théo et l'équipe, j'aimerais te proposer qu'on essaye de t'organiser avec l'équipe Best Itinerary un petit séjour pas très loin de Bordeaux, tu vois, accessible en train, où tu puisses aller faire potentiellement du vélo, hein, parce que tu fais plein de choses en vélo. Oui. Donc avec des partenaires qui ont cette démarche éco-responsable. Trop cool. Voilà. Merci. Ça t'intéresse? Génial, à fond. Voilà. Trop bien. On a une petite tradition, c'est de t'offrir un petit peu de café. Merci. Donc je t'offre un petit peu de café que tu goûteras. Bah écoute, moi j'avais aussi anticipé. Et figure-toi Qu'est-ce que c'est que ça? Que je vous ai ramené, moi aussi, le café que je bois. Oracle, c'est un torréfacteur bordelais qui est situé rive droite, avec qui je n'ai absolument aucune relation commerciale. Hein, je tiens à le dire, je suis consommatrice, forte consommatrice de son produit. Et donc c'est du café de spécialité qui est sourcé et qui vient de l'agriculture raisonnée. Ils sont à
à soutenir plus. Donc je J'adore. t'encourage fortement à le goûter. J'adore. Eh ben, Voilà. c'est adorable. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton sourire, pour Bah, ta avec plaisir. générosité, pour ces sujets cool. hyper intéressants. Ouais. Et on espère que ça va te plaire. Ouais, carrément, bah, y a pas de raison. Bon, trop cool. Merci à tous. Merci Anna. Merci. On se fait un petit Allez, go.